Le cycle infernal, répression, attentats, appel à la vengeance entre Israéliens et Palestiniens est de nouveau ouvert. On ne sait pas jusqu'à quelle extrémité cela va nous conduire. Mais on peut être de plus en plus inquiet devant l'intensité de plus en plus forte et le nombre de morts de plus en plus important. La répression israélienne, de plus en plus violente, qui s'est même traduite par une incursion des militaires israéliens dans la mosquée Al-Aqsa, ne mettra pas fin au désir d'autonomie des Palestiniens. Mais les attentats commis par ces derniers ne pourront pas les conduire à l'autonomie ou à la construction d'un État. Cela ne peut que faire encore plus diminuer le camp de la paix en Israël. Ceux qui, après la signature des accords d'Abraham, avaient dit que la paix était enfin arrivée, eh bien, sont mis devant leurs contradictions et les difficultés. C'est bien entre Palestiniens et Israéliens qu'il y aura un jour la paix, parce que c'est bien eux qui sont en conflit, et la paix ne peut pas être signée entre protagonistes qui ne sont pas en conflit. Mais la perspective d'une paix ou même d'un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens n'a jamais été aussi éloignée. Et en fait, déclaration incendiaire des uns et des autres, nouveau gouvernement israélien, on a plutôt l'impression que c'est une sorte de porte ouverte vers l'enfer qui vient de se déclencher. Et la perspective de la solution dite à deux États auquel la communauté internationale fait semblant de se raccrocher alors qu'elle n'est plus simplement possible apparaît de plus en plus lointaine. Ce n'est pas seulement qu'elle est en état de mort cérébrale, mais elle est bel et bien morte et enterrée. La solution à deux États ne semble même plus physiquement, matériellement possible. Ce que l'on peut dire, c'est que l'assassin d'Isaac Rabin, en tuant le Premier ministre israélien, a réussi son projet. Généralement, les actes terroristes ne contribuent pas à réaliser les objectifs politiques qu'il se fixe. Lui voulait mettre fin au processus de paix, il y est parvenu, et en fait, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Tel Aviv sont ceux qui l'ont soutenu soit ouvertement, soit plus discrètement, mais c'est bien une sorte d'alliance entre tous ceux qui se sont opposés de façon hyper violente à Isaac Rabin qui sont désormais au pouvoir. Ce gouvernement de la droite dure israélienne et de l'extrême droite fascisante a suscité, de par les projets liberticides qu'ils veulent mettre en place, à une réaction de la société civile israélienne. Celle-ci est très vigoureuse, elle se manifeste par de démonstrations de plus en plus importantes. Il y a aussi des débats dans les communautés juives, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Il y a donc une inquiétude très forte en Israël sur ce que va devenir le pays et sur ce que ce nouveau gouvernement peut faire à la démocratie israélienne. Mais quel chemin parcouru quand on se rappelle des espoirs que le jeune État israélien avait suscité à sa naissance. C'était un pays où les espoirs de la gauche étaient très très forts, et là, il y a vraiment une extrême droite qui est au pouvoir. Comment est-on arrivé là? Eh bien, en fait, c'est peut-être là le chaînon manquant pour ceux qui protestent contre ce nouveau gouvernement en Israël, c'est qu'ils ne font pas toujours le lien avec l'occupation. Ils protestent contre les mesures liberticides, contre les atteintes à la justice indépendante qu'ils veulent faire, mais quelque part, l'occupation est à la base de cela. Vous ne pouvez pas occuper durablement un peuple sans avoir cette dérive à l'extrême droite, parce que lorsqu'on occupe un peuple et qu'on le réprime parce qu'il se révolte contre cette occupation, il faut sans cesse pas nier son existence, nier son autonomie, nier sa réalité et nier simplement l'égalité de traitement avec les Israéliens. L'occupé doit nécessairement être inférieur, sinon il n'y a pas de légitimité à l'occupation, et donc le fait de traiter les Palestiniens comme des gens qui n'ont pas les mêmes droits, qui doivent se taire, qui doivent subir de multiples répressions, qui voient leur existence quotidienne être complètement minorée, être rendue très difficile et consubstantielle à l'occupation. Et c'est ça qui produit la dérive vers la droite et l'extrême droite. Et donc ceux qui protestent contre les excès et les dérives de ce nouveau gouvernement doivent quand même prendre en compte que l'occupation est à la base de cette dérive. On se rend compte combien De Gaulle avait été clairvoyant dans sa conférence de presse de novembre 67. Il avait dit que l'occupation allait nécessairement susciter une répression qui allait elle aussi susciter une contestation qui sera qualifiée de terrorisme. Alors bien sûr, les Palestiniens ont leur propre responsabilité. Tout d'abord celle du Hamas et de ceux qui poussent aux attentats, parce que ces attentats n'ont jamais débouché sur un effet positif par rapport à l'objectif revendiqué de la création d'un État palestinien. On peut dire même qu'ils ont contribué à rendre cela impossible. Et si le terroriste qui a assassiné Isaac Rabin a réussi ses buts politiques, le Hamas a été à l'encontre. À chaque fois, cela est venu finalement rendre encore plus difficile la situation des Palestiniens. Mais il ne faut pas oublier les immenses responsabilités de l'autorité palestinienne, qui n'a plus aucune légitimité aux yeux du peuple palestinien, qui est au pouvoir depuis plus de
de 12 ans sans qu'il n'y ait plus d'élections, et en fait, sans la collaboration de laquelle l'occupation ne pourrait pas se dérouler ainsi. Et donc, effectivement, l'autorité palestinienne et les membres de l'autorité palestinienne sont également responsables de cet état de fait. Et ces responsabilités face à l'histoire, face au peuple palestinien, sont immenses. Mais les puissances extérieures, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays arabes, que ce soit les pays européens, ont également leurs propres responsabilités. Ils font semblant de croire encore possible la solution des deux États. Ils font semblant de se réjouir lorsque des contacts existent, mais on sait très bien qu'ils ne mènent à rien, et on sait surtout très bien que c'est du fait de leur silence et de leur lâcheté relative que les Israéliens ont pu continuer à durcir l'occupation, ont pu continuer à grignoter les territoires palestiniens et à rendre impossible de fait la création d'un État palestinien et la solution dite des deux États. Et donc, ils ont en réalité accepté cette occupation sans rien dire, tout en faisant semblant de croire à des négociations qui ne menaient sur rien. Il y a deux choses qui changent cependant. Jusqu'ici, l'occupation était acceptée en réalité. On disait que oui, comme il y avait une perspective de paix, il ne fallait pas dire grand-chose par rapport au gouvernement israélien pour ne pas le gêner. Là, avec un gouvernement dont certains membres sont ouvertement racistes, parlent d'annexion, parlent de nier l'existence même du peuple palestinien, il est plus difficile de se cacher et de traiter le gouvernement israélien comme un gouvernement, comme un autre. Et effectivement, dans aucun autre pays, on accepterait que des ministres aient les propos qui ont été tenus par certains ministres israéliens. Mais surtout, c'est également la guerre en Ukraine qui change la donne. Il devient quand même très compliqué de condamner l'acquisition de territoires par la force lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ukraine et d'être muet lorsqu'il s'agit d'Israël et de la Palestine. Parce que de deux choses l'une, soit on n'a pas le droit d'acquérir des territoires par la force, mais si cela vaut pour la Russie, cela vaut également pour Israël, et on ne peut pas faire ce double standard qui nous est de plus en plus reproché dans le reste du monde, et le reste du monde voit très bien que, alors que nous défendons le droit international dans certaines parties du monde, nous nous accommodons très bien de ces violations multiples dans d'autres parties. Lorsque la Russie annexait la Crimée, c'était bien sûr illégal au niveau du droit international, mais c'était avec l'assentiment de la population qui vivait en Crimée. Lorsque Israël annexe Jérusalem-Est, c'est également illégal, mais c'est contre la volonté du peuple qui vit à Jérusalem-Est. Sauf que cela s'est traduit par une répression accrue et non pas par des sanctions de la part des pays occidentaux. Ces pays occidentaux qui, au contraire, ont continué de développer leurs relations avec Israël. Et ce double standard est de plus en plus visible et de moins en moins acceptable par le reste du monde.